Bonjour à tous, donc on poursuit notre série de capsules vidéo en rapport avec la notion de travail et d'énergie. Alors on va aborder le paragraphe grand 2, donc appelé transfert énergétique. Alors je souhaiterais attirer votre attention sur le point suivant. Donc jusqu'à présent, en fait, on a concentré nos efforts sur la notion de travail, travail d'une force le long d'un parcours AB. Et d'ailleurs, n'oubliez pas, qu'est-ce que ça représente le travail d'une force le long d'un parcours AB? Ben, ça représente le transfert d'énergie que l'on communique à un système lors de son trajet pour aller d'un point A à un point B. C'est ça le travail d'une force. Le travail d'une force, c'est un transfert d'énergie qu'on communique à un système. Alors dans ce paragraphe, on va parler d'énergie. Cette fois-ci, au niveau du paragraphe grand 2 petit 1, on va s'intéresser à l'énergie que peut contenir un système. Donc on va pas parler de transfert d'énergie, mais on va s'intéresser à l'énergie que possède un système. Plus particulièrement, on va s'intéresser à l'énergie potentielle que peut contenir un système. Alors, tout d'abord, résultat fondamental à connaître, à toute force conservative, on peut associer une énergie potentielle. On va définir par la suite qu'est-ce que c'est qu'une énergie potentielle. Donc, reprenons cette phrase-là. Donc, à toute force conservative, on peut associer une énergie potentielle. Alors, nous, par rapport à ce qu'on a vu jusqu'à présent, on a rencontré deux forces conservatives, hein. Je le rappelle, hein, dont le travail ne dépend pas du chemin suivi hein, pour aller d'un point A à un point B. La première force conservative qu'on a rencontrée, c'était le poids P. Et donc, au poids P, on va pouvoir associer hein, une énergie potentielle de pesanteur. Et la deuxième force conservative qu'on a rencontrée jusqu'à présent, hein, c'était la force électrostatique. Donc à la force électrostatique aussi, on va pouvoir associer une énergie potentielle qu'on appellera l'énergie potentielle électrostatique ou électrique. Électrostatique. Alors, on va s'intéresser dans ce paragraphe-là, dans les instants qui vont suivre, on va concentrer nos efforts à essayer de définir qu'est-ce que c'est qu'une énergie potentielle de pesanteur. Et ensuite, on va essayer de trouver une expression, une nouvelle expression. On va essayer de démontrer, d'établir une nouvelle expression du travail du poids P, parce qu'on a déjà établi deux expressions hein, pour le travail du poids P. On va essayer d'établir une nouvelle expression du travail du poids P d'un système qui va d'un point A à un point B. Nouvelle expression qui va faire apparaître justement les énergies potentielles de pesanteur. Alors, l'énergie potentielle de pesanteur, ça se note EPP. Énergie potentielle de pesanteur. Comme toutes les énergies, c'est une grandeur qui va s'exprimer en joules. Alors, petit rappel des classes de première S. Qu'est-ce que c'est qu'une énergie potentielle de pesanteur? Alors, on va prendre l'exemple suivant, parce que la notion d'énergie est assez abstraite dans l'esprit des élèves. Donc il est bon d'avoir à l'esprit quelques exemples pour se représenter cette notion d'énergie potentielle de pesanteur. On va prendre l'exemple suivant. Admettons que nous avons ici du sable qui a été lissé, etc. Et que on tient à la main, donc nous tenons à la main donc un objet, donc immobile, hein. Je prends par exemple un stylo. Donc là, c'est l'objet qui est là. On tient à la main un objet, immobile l'objet, à une certaine altitude Z. Alors je vais dessiner l'altitude Z. Donc, admettons
On tient donc dans notre main un objet à une certaine altitude Z par rapport au sable, hein, la surface du sable. Alors voilà, je vous dis la chose suivante. Cet objet que j'ai dans la main et qui est immobile, il possède une énergie potentielle de pesanteur. C'est incroyable, hein? Donc l'objet, il est immobile, il est dans ma main, il est situé à une altitude Z et je vous dis, cet objet possède une énergie potentielle de pesanteur. Vous n'êtes pas obligé de me croire. Comment visualiser finalement cette énergie potentielle de pesanteur que possède cet objet? Eh bien, rappelez-vous ce qu'on avait dit déjà dans les toutes premières capsules vidéo. Une énergie, ça se voit pas, mais ça peut avoir des conséquences. Donc là, c'est le cas de figure. L'énergie potentielle de pesanteur possédée par l'objet qui se trouve à une hauteur Z, à une altitude Z. Comment savoir qu'effectivement ça possède bien une énergie? Eh bien, ben, si on lâche cet objet, l'objet va toucher le sable va subir une déformation. Or, pour que le sable puisse subir une déformation, il a fallu que ce sable reçoive de l'énergie. Eh bien, effectivement, ben, l'énergie qu'a reçue le sable était de l'énergie contenue dans l'objet qui était placé à une altitude Z. D'ailleurs, la remarque est suivante, essayez de vous l'imaginer. Plus l'altitude Z va être importante, donc cette fois-ci on lâche l'objet qui est immobile, avec notre main on le lâche d'une altitude Z plus importante. La déformation subie par le sable va être plus importante. Ça voudra dire que quand l'altitude Z est importante, l'énergie potentielle de pesanteur contenue dans la balle est plus importante. Donc tout ça, ça rejoint la formule qui a été vue en classe de première S. Il y a une formule qui permet de calculer l'énergie potentielle de pesanteur contenue par un système qui est situé à une altitude Z. Donc tout objet en fait, la remarque est générale du coup, tout objet, de par sa position à une certaine altitude, va posséder intrinsèquement une énergie appelée énergie potentielle de pesanteur. Alors les paramètres qui interviennent ne sont pas étonnants, hein. L'énergie potentielle de pesanteur contenue dans un système va dépendre de la masse de l'objet. Bien évidemment, si on lâche à 10 mètres un objet de masse 500 grammes ou si on lâche à 10 mètres un objet de masse 10 kg, l'impact sur le sable ne va pas être le même. Donc l'énergie potentielle de pesanteur contenue dans un système dépend de sa masse. Et bien évidemment, ça va dépendre aussi de l'intensité de la pesanteur régnant dans le lieu où se déroule l'expérience. Donc voici le petit rappel de la classe de première S qui permet d'exprimer l'énergie potentielle de pesanteur contenue dans un système. Donc énergie potentielle de pesanteur. Alors il est toujours pratique, point méthodologique, comme l'énergie potentielle de pesanteur contenue dans un système dépend de l'altitude Z, d'un point de vue méthodologique, dans les exercices, il est toujours bon de représenter un axe des altitudes avec une origine qui est fixée arbitrairement. Souvent, c'est le sol. Alors, poursuivons la démonstration. Donc, dans le paragraphe qui va suivre, on va essayer de réaliser une petite démonstration pour établir une nouvelle expression du travail du poids P. Donc, le travail du poids P lorsque l'objet se déplace de A vers B. Donc, nouvelle expression qui va dépendre des énergies potentielles. Alors, lorsque l'objet se trouve au point A, on peut exprimer son énergie potentielle de pesanteur au point A. L'expression littérale est la suivante, m fois g fois ZA. ZA représentant l'altitude de l'objet lorsqu'il est au point A. Lorsque cet objet se retrouve au point B, donc cette fois-ci l'expression potentielle de pesanteur de manière littérale s'écrit m fois g fois ZB. Alors, donc lorsque l'objet se trouve au point B, hein, donc son énergie potentielle de pesanteur vaut m fois g fois ZB.
Alors, ensuite, nous avions déjà établi une expression pour le travail du poids P lorsqu'il va de A vers B. On a établi dans le cours, dans le paragraphe de cours précédent, on avait écrit que c'était plus ou moins, suivant que le travail soit moteur ou résistant, plus ou moins M fois G fois H. Et on va établir une nouvelle relation. Donc H, je vous rappelle hein, ce que ça représentait, le petit h. H, par rapport à cette formule, M fois G fois H. H, ça représentait la hauteur. Hein, la hauteur, alors je redescends ici. Hein. H, ça représentait la hauteur entre A et B. Et on avait dit que H était toujours positif. Hein. Donc là, c'était quelque chose d'important. C'est toujours supérieur à 0, petit h. Dans la formule plus ou moins M fois G fois H. Et bien là, dans les lignes qui suivent, on va établir une nouvelle relation pour petit h. Donc on voit que la hauteur petit h, c'est ZA moins ZB. Donc M fois G fois ZA moins ZB. D'accord? Et donc c'est l'équivalent, hein, ZA moins ZB, c'est l'équivalent de petit h. Et ce qui était très intéressant, ce qui est très très intéressant avec cette nouvelle formule, M fois G fois ZA moins ZB, on n'a pas besoin de mettre plus ou moins. Alors pourquoi on n'a pas besoin de mettre plus ou moins? Parce qu'on avait évoqué précédemment pour le travail du poids P, on avait dit que lorsque le travail est moteur, ça correspondait au cas de figure de l'objet qui descend. Donc qui a une position initiale plus haute que la position finale. Donc le point A, il est plus haut que le point B quand l'objet descend. Obligatoirement, hein. Lorsqu'un objet descend, obligatoirement l'altitude du point A est plus grande que l'altitude du point B. Donc ZA est plus grand que ZB. Ce qui veut dire que lorsque l'objet descend, on a ZA moins ZB qui est positif. Et donc, on se retrouve bien avec une expression globale ici qui est positive. Et donc, ça correspond bien à un travail moteur. Que se passe-t-il par contre si l'objet... donc, je refais un petit dessin. Que se passe-t-il par contre si l'objet monte? Donc, je dessine un petit axe des altitudes. Que se passe-t-il si on a un objet initialement... Alors, ce qu'on appelle le point A, c'est initial. Hein. Que se passe-t-il si initialement l'objet est à une altitude basse et qu'il se retrouve à une altitude plus haute? Donc ZA ici, et il se retrouve à une altitude plus haute, ZB. Donc admettons, on a un objet qui monte, donc un objet qui est soumis au poids P. Donc le travail du poids P, on avait dit qu'il allait, enfin, le poids P va effectuer un travail. On avait déjà établi que ce travail allait être résistant. On avait établi l'expression moins M fois G fois H, avec petit h, la hauteur entre le point A et B, hauteur positive. Eh bien, regardez le cas de figure, la formule qu'on a écrite dans le cours avec ZA et ZB, elle correspond, parce que quand l'objet monte, qu'est-ce qui se passe? ZA, obligatoirement, ZA est plus petit que ZB. Ce qui signifie que ZA moins ZB, cette fois-ci, est négatif. Alors, je remonte ici. Donc, je répète, hein, lorsqu'on a un objet qui est en basse altitude et qu'il monte, obligatoirement l'altitude initiale ZA est plus petite que l'altitude finale ZB. Ce qui veut dire que ZA moins ZB est négative. Et la formule qu'on vient d'écrire, en fait, M fois G fois ZA moins ZB, ZA moins ZB dans le cas de figure où l'objet monte est négatif. Et donc, ça tient bien compte d'un travail, donc l'expression globale est négative. Donc, ça tient bien compte d'un travail résistant. Donc, je répète, la formule qui est établie ici, là, pour le travail du poids P, donc pour l'expression du travail du poids P, tient compte des deux cas de figure, en fait. Il n'y a pas besoin de mettre le plus ou le moins, ça tient compte des deux cas de figure, l'objet monte ou l'objet descend. Donc, je vais m'arrêter là pour la capsule vidéo, étant donné qu'elles sont limitées à 15 minutes. Et je vous retrouve dans une autre capsule vidéo pour poursuivre la démonstration.
Je vous remercie de m'avoir suivi.